sûrement déjà vu parce que ça fait 30 ans que je travaille avec les femmes victimes de violence. Alors, merci beaucoup. Ça me rajeunit pas, hein? Ben non, mais ça démontre bien ta force. Hein? Alors, son approche féministe abolitionniste propose la mise en œuvre de pratiques qui prennent en compte les contraintes sociales qui mènent les femmes à l'industrie du sexe et les y maintiennent, ainsi que les conséquences de l'expérience même de la prostitution sur elles. Cette conférence vous permettra de mieux comprendre l'industrie du sexe, mais aussi de briser certains préjugés. Je vous laisse avec Josée-Émile Ducasse. Tu n'as pas besoin de ça. Hey, bonjour! Je voudrais commencer par féliciter les 2 personnes qui ont présenté avant moi. C'est assez pour faire un petit syndrome de l'imposteur chez moi. Alors, félicitations. J'aimerais, par curiosité, savoir qui dans la salle vient de la Jamésie. Ben non, mais qui habite en Jamésie présentement. Alors, bonjour gang, on est contente de vous voir, merci d'être là. Je vais faire une autre petite annonce avant de commencer. On est 3 Calax dans la salle, Calax et Capax, qui sont fondamentalement la même chose. Et depuis peu, nous offrons tous des services aux hommes victimes d'agressions à caractère sexuel. Alors, dans notre cas, c'est un projet pilote. On veut le faire sur 1 an. Alors, c'est sûr que Joanie et les filles vont m'avoir souvent au téléphone. Je peux être super fatigante quand je veux. Alors, je vous souhaite bienvenue. Oui, aujourd'hui, on va parler de prostitution. Tu peux changer, Jolane. On va parler de prostitution, mais on ne parlera pas beaucoup de l'industrie du sexe. Pourquoi? Bien parce qu'on est en Abitibi et qu'il y a peut-être une moins grosse structure qui entoure la prostitution des femmes. Alors, mes expériences, je vais vous les brièvement. Ça fait 30 ans que je travaille auprès des femmes, soit en maison d'hébergement, soit dans des centres d'aide pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. Qu'est-ce qui fait que je vous parle de prostitution aujourd'hui? En fait, c'est que ça m'a intéressée très rapidement dans ma pratique. Dès le début, dès mon entrée dans les maisons d'hébergement, j'ai croisé des femmes qui avaient un vécu en lien avec la prostitution et ça s'est poursuivi tout au long de ces 30 années-là. Donc, je suis membre de la CLE, qui est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Excusez-moi, vous me rendez nerveuse. Et on n'est pas habitué de parler devant autant de grandes personnes, tu sais. Et je suis aussi membre du CAF, qui est un collectif de femmes qui ont été exploitées dans l'industrie du sexe. J'ai participé, on peut changer j'ai participé en tant que comité aviseur au premier modèle de service qui a été développé au Québec pour les femmes qui ont eu un vécu en lien avec l'exploitation sexuelle. Vous allez voir que j'utilise alternativement les deux vocabulaires, là. Et aussi, j'ai participé à la première recherche sur les besoins en matière de services, mais des femmes qui veulent se sortir de l'industrie ou de la prostitution. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on ne parlera pas en premier de tout. On ne parlera pas des personnes qui disent être en prostitution par choix. Pourquoi on n'en parlera pas? C'est qu'elles ont souvent la parole. Vous allez les entendre dans les médias plus davantage que les femmes qui ne sont pas par choix, qui n'ont souvent pas accès au micro, pas accès à leur... qui sont dans l'impossibilité d'en parler parce qu'elles ont autre chose à faire. Et parce que je vous ai mis une grosse iceberg. Alors, ce que je voulais vous démontrer, c'est que les personnes qui sont en prostitution par choix, qui le veulent, qui sont heureuses dans la prostitution, ça représente seulement que la pointe de l'iceberg.
Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est travailler pour toutes celles qui n'y sont pas nécessairement parce qu'elles l'ont voulu, qui sont prises et qu'on ne voit pas, qui sont cachées en dessous. On ne parlera pas non plus de la prostitution masculine, pas parce qu'elle n'existe pas, mais parce que je n'ai pas cette analyse-là, moi. J'ai toujours travaillé avec des femmes, donc je pense que je ne voudrais pas me mettre à vous raconter des choses que je n'ai pas vues ou que je ne maîtrise pas. Et on ne parlera pas beaucoup de la prostitution chez les moins de 18 ans. Pourquoi? Bien, parce qu'on en parle de plus en plus, on a accès de plus en plus à ces informations-là. Soit on a eu même des séries qui en ont parlé. Fait que je pense qu'on a quand même une bonne conscientisation de plus en plus. On pourrait en parler davantage, effectivement. Mais je pense que c'est quelque chose dont on a entendu parler. Et moi, je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose dont on parle moins. Je vais vous en parler un peu de la prostitution chez les mineurs, mais plutôt comme facteur de basculement en prostitution, si on veut. Ce dont on va parler des 3 approches qui dominent le débat sur la question de la prostitution. Je vais vous donner quelques stats, très peu. On va parler du continuum des violences subies par les femmes qui ont un vécu en lien avec la prostitution. Et c'est là qu'on va avoir du fun parce que je vais travailler avec un prédit pour la première fois. Fait que si je perds connaissance, ma sœur, s'il te plaît, venir me ramasser. Merci. On va parler de la prostitution en région, en fait, les femmes avec lesquelles on travaille particulièrement, et des besoins qui sont nommés par celle-ci pour pouvoir sortir de la prostitution. Parce que si c'est facile de basculer en prostitution, c'est beaucoup moins facile d'en sortir, beaucoup moins facile d'arrêter d'échanger des services sexuels. Et on va parler de quelques pratiques prometteuses. Fait que tout ça en 1 heure. Fait que je vais essayer de me starter. Si vous voyez que je parle trop tranquillement, là, les filles en avant, faites-moi ça de même. Je comprends qu'il faut que je me crainte un peu. Donc, alors, il y a 3 principales approches. Il y en a plus que 3, là, mais c'est les 3 principales que vous voyez sur le PowerPoint. Donc, le prohibitionnisme, on les voit peu. On les voit peu, par contre, elles existent et elles prennent de plus en plus de place. Donc, pour les prohibitionnistes, la prostitution, c'est un mal dans le sens de la morale et c'est nuisible à la société. Ce qu'elles veulent, c'est l'interdiction générale de la prostitution et la criminalisation de tous les acteurs, incluant les personnes prostituées. L'abolitionnisme, en fait, c'est la position à laquelle j'adhère et que mon équipe adhère aussi, voit la prostitution comme une forme d'exploitation qui est issue d'une société patriarcale. Elle découle de l'inégalité entre les sexes. L'objectif prioritaire, c'est de lutter contre la demande et contre, effectivement, les proxénètes qui exploitent qui exploitent les femmes. Je vais dire les choses comme elles sont. Et on a celle dont on entend parler, tantôt je vous montrais la pointe de l'iceberg. On a les personnes qui souhaitent une décriminalisation totale de la prostitution. Elles considèrent que la prostitution, c'est un travail du sexe, que c'est une forme de travail, d'emploi qui est légitime et que les femmes peuvent choisir. Et que la seule façon de protéger les personnes en prostitution, c'est de décriminaliser l'ensemble des acteurs. Ça inclut le client qui exploite et le proxénète qui profite et qui exploite la prostituée. Fait que la question qu'on doit se poser collectivement, c'est est-ce que comme société, nous souhaitons reconnaître aux hommes, très majoritairement, le droit d'acheter des actes sexuels de la part des femmes, très majoritairement? Pourquoi il faut se poser cette question-là? Parce que c'est vraiment un changement de société que les abolitionnistes veulent. Ils veulent que les préjugés qui découlent de la sexualité des femmes, des hommes, qui mettent un peu de l'avant comme quoi c'est indispensable que les femmes aient accès au corps des femmes, que les hommes aient accès au corps des femmes, et que cette sexualité-là, elle est irrépressible, et que si on ne la fournit pas,
il y aura des enjeux dans la société. Nous, on dit que c'est faux. Moi, j'ai 4 garçons dans la vie, j'ai 4 enfants, c'est 4 garçons. Et j'ai pas le goût de croire que leur sexualité, elle est irrépressible, que si on n'y répond pas, ils peuvent devenir des agresseurs. Et j'ai pas le goût non plus de croire que la moitié de la population aurait à répondre aux besoins, entre guillemets, au désir sexuel d'un homme. Rose Dufour, que vous devez connaître ou que certaines d'entre vous connaissent, qui est anthropologue, dit clairement tant qu'il y aura une femme prostituée, nous serons toutes prostituables. Puis moi, je le crois. Je crois que de donner la parole seulement aux femmes qui sont dans la prostitution pour établir des modèles de service, c'est fait comme si ce n'étaient pas toutes les femmes et tous les hommes qui subissent des conséquences de cette problématique sociale-là. Alors, je vous parlais de statistiques, ça va être maintenant. 9 prostituées sur 10 voudraient ne pas y avoir recours, mais se sentent incapables d'en sortir. 73% des prostituées disent avoir été sujettes à des agressions sexuelles pendant qu'elles étaient en prostitution. 68% des femmes prostituées présentent des symptômes de stress post-traumatique au même niveau que la torture. Alors, il faut comprendre que les femmes qui échangent des services sexuels pour un toit, pour manger, pour de l'argent, pour de la drogue, elles n'ont pas une relation sexuelle consentante et désirée. Donc, chacun de ces actes sexuels-là est un peu vécu par la femme, et pas un peu, est vécu par la femme comme étant une violence sexuelle. Une violence sexuelle à laquelle elle a consenti, moyennant quelque chose dont elle avait besoin, mais qu'elle n'a pas consenti physiquement. Donc, son corps réagit comme si elle subissait une violence sexuelle. On peut changer. 90% des femmes rencontrées ont vécu une autre forme de violence dans leur vie. Il faut comprendre que ce qui mène à la prostitution, c'est pas souvent un chemin qui est parsemé d'amour et d'estime de soi et de bonheur. On ne devient pas une prostituée comme on devient un prof de français ou comme on devient une serveuse au restaurant. Il y a des brisures dans la vie qui font que la prostitution devient possible dans leur vie. Et ce n'est souvent pas un chemin pavé d'amour. Il y a 60% d'entre elles qui ont vécu des violences lorsqu'elles étaient enfants, et pour 33%, c'était de l'inceste. Ce pourcentage-là s'élève à 54% chez les femmes autochtones. On va voir pourquoi un petit peu plus tard. On va regarder un peu du côté du client prostitueur. Je nomme le mot client parce que vous êtes habitués d'entendre ce mot-là. Hein? Il y a les femmes prostituées, il y a des clients. Mais en fait, dans la vie, nous, on les appelle les prostitueurs. T'sais. Fait que, il y a 54% des prostitueurs qui reconnaissent avoir déjà eu un comportement sexuel agressif envers une partenaire prostituée et non prostituée. Et 47% qui ont continué la transaction. Même lorsqu'ils avaient des avertissements explicites où la jeune fille lui disait qu'elle n'avait pas 18 ans, un coup que la transaction a été faite, ils ont choisi de la poursuivre. D'ailleurs, pour avoir travaillé, je travaille avec des femmes qui ne sont pas nécessairement dans l'industrie, mais j'ai travaillé aussi avec des femmes qui étaient dans l'industrie. Une d'elles me disait, les clients dans un salon de massage, quand ils appellent, ils nous demandent c'est qui ta plus jeune. Donc là, c'est là que le fun commence. On va parler ici du continuum des violences subies par les femmes ayant un vécu. Oui, je clique là-dessus. Donc, ici, vous voyez la légende. Attends, tu m'as montré quelque chose? Je fais ça. Pourquoi je fais ça? Ça va être grand écran. OK. La légende, quand vous allez voir un rond, les chiffres qui vont être dans le cercle vont être pour les femmes toute origine
et celles qui seront dans le triangle vont être pour les femmes autochtones. On va regarder quels sont les facteurs de vulnérabilité qui nous percutent dans la prostitution. C'est non exhaustif, hein? J'ai choisi quelques chiffres, je ne voulais pas vous noyer là-dedans. Donc, on dit que les personnes avant d'entrer en prostitution avaient subi des violences psychologiques, physiques, verbales ou sexuelles. On voit que le chiffre est beaucoup plus élevé chez les femmes autochtones, mais que c'est quand même énorme la proportion là, de femmes qui ont vécu des violences dans l'enfance, dont l'inceste, ce qui est assez particulier. On sait que les victimes d'agressions sexuelles qui ont subi de l'inceste, elles vont l'avoir subi plus jeunes dans la famille, donc pas de lieu sécuritaire, pas d'endroit où elles sont protégées, avec tous les impacts que ça peut avoir. Là, je tripe assez sur mon prédit. Les violences cumulées, ben, on a voulu savoir aussi quelle forme de violence qu'elle vivait pendant qu'elle était en prostitution. Donc, toutes les violences psychologiques sont bien présentes, comme vous le voyez, et partout vous allez voir que c'est plus élevé chez les femmes autochtones. Physique, conjugale, sexuelle, on parle de femmes qui vivent la violence dans plus de 80% des cas. Donc, c'est très rare les femmes en prostitution qui, pendant l'exercice de leur pratique dans l'industrie, mais non seulement dans l'industrie, elles vont vivre de la violence et différentes formes de violence. Ces violences-là sont produites par des clients, des partenaires sexuels, un chum. Chez nous, en Abitibi, ben il y a beaucoup le conjoint qui va profiter de la prostitution d'une fille. Il y a beaucoup le vendeur de drogue aussi. Puis ça, c'est beaucoup plus présent en Abitibi que l'industrie en tant que telle. Alors, les effets à moyen ou les impacts, je ne vous les ai pas tous mis. On a Joanie qui nous a parlé des impacts de la violence sexuelle chez les hommes. Vous avez sûrement entendu parler d'impact aussi ce matin, mais je vous en ai mis qui étaient plus... Seigneur, CSF... 2012? Je ne sais pas vraiment là... Alors, les femmes actives en prostitution, c'est 2012, parce que moi, ça fait longtemps, je le sais, c'est pas... Fait que c'est sûrement 2012. Ils ont un taux de mortalité de 40 fois supérieur à l'ensemble des femmes et elles ont souvent besoin de protection lorsqu'elles vont quitter un proxénète qui peut, dans la moitié du temps, être son conjoint, son chum, son partenaire ou son vendeur de drogue. Donc, elles ont peur. Puis, 78 mentionnent avoir vécu des troubles de santé mentale. Elles mentionnent avoir de la difficulté par la suite à nouer des relations amoureuses saines. Et ça, là, c'est quelque chose qui les perturbe, même lorsqu'elles sont sorties, même lorsqu'elles ne vendent plus de services sexuels. Elles ont intégré pour ça. Je vous remercie tellement. Vous êtes ma première présentation de Prédit. J'ai passé à travers. J'ai eu chaud, mais j'ai passé à travers. Je suis vraiment contente. Donc, un coup que je vais m'être retrouvée, on va changer. Alors, je vous parlais tantôt d'une recherche que j'allais utiliser, c'est vraiment celle-là. Si vous la cherchez sur Internet, elle s'appelle, c'est son titre. Vous allez la retrouver dans son intégralité parce que moi, je vais vous donner seulement quelques informations qui sont tirées de ça. Donc, plusieurs études montrent que les femmes vulnérables, exclues, marginalisées, sont plus nombreuses parmi les femmes en prostitution. C'est pas compliqué, ce qui amène les femmes en prostitution. Elles vont vous nommer plein de trucs. La violence sexuelle, l'inceste, d'avoir été dans une famille dysfonctionnelle, d'avoir quelqu'un dans son entourage qui est dans l'industrie du sexe ou qui offre des services sexuels. Mais la première raison qu'elles vont vous donner, c'est la pauvreté.
Il n'y a aucune femme qui vend des services sexuels qui le fait aucune que je connais, qui le fait parce qu'elle aime ça. Elles le font souvent parce qu'elles sont en pauvreté. D'ailleurs, je vous ai mis quelques statistiques concernant l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Et j'en profite pour vous dire que le prix des logements maintenant est très peu accessible pour les femmes. Ce que ça a comme conséquence, on a des femmes qui travaillent en maison d'hébergement, elles vont rester avec un conjoint violent beaucoup plus longtemps parce qu'elles sont incapables de se loger convenablement et de loger leurs enfants convenablement. Fait que ça, c'est quelque chose à laquelle il va vraiment falloir se pencher. Parce que c'est beau offrir des services psychosociaux, ces femmes-là en ont besoin, mais elles ont besoin qu'on travaille aussi sur leurs conditions de vie et que collectivement, on se rebelle un peu contre la pauvreté qui vient toucher. Si on parle d'un écart de 20 000 par année, là, puis ça c'est la moyenne, mais vous comprendrez qu'on est dans des régions ressources. Alors des régions ressources, ce que ça fait une catégorie de personnes qui gagnent des salaires exorbitants. C'est plus souvent des hommes, on ne se le cachera pas. Et une catégorie de personnes qui vont travailler à faible revenu dans les services, dans les dépanneurs, les épiceries, les restaurants. Alors, et c'est souvent des femmes, on ne se le cachera pas. Donc, dès qu'on a des hommes qui ont un pouvoir relié à l'argent et des femmes qui ont besoin d'argent, bien, on peut s'attendre à ce qu'il y ait de la prostitution. Je vais-tu trop vite, passer vite? Je suis trop sénère? Non. Ariane Vinet-Bonin, elle a fait une maîtrise sur le sujet, sur les femmes qui étaient en prostitution. Et elle a dit qu'ils souhaitaient s'en sortir. Puis elle dit que le principal obstacle que ces femmes-là rencontrent lorsqu'elles veulent sortir, c'est qu'elles vivent en mode survie depuis des années. Et que ces années-là les a épuisées, usées, et qu'elles ne voient plus les autres possibilités ou autres solutions. Moi, j'ai voulu, je ne veux juste pas le dire trop avant, mais je suis rendue là. J'ai voulu un peu vous donner des chiffres, mais je voulais aussi vous parler des femmes que je rencontre. Je voulais que vous preniez conscience de l'impact que ça a dans leur vie et de tout ce que ça l'implique au niveau global, au niveau holistique pour elles. Donc, j'ai pris 3 cas. J'aurais pu en prendre 20. J'ai choisi des cas où il y aurait sûrement une partie de leur vécu où vous allez sentir « OK, moi, c'est là que j'aurais pu intervenir » ou « Moi, c'est là que j'ai du pouvoir pour l'aider. » On avance au cas? Oui. On va reculer après. Je t'ai rendu là dans ma tête. Donc, le premier cas, vous allez voir, c'est toutes des Marie quelque chose. D'ailleurs, à l'école, ils s'appellent toutes Marie-Chantal depuis 20 ans que mes victimes s'appellent Marie-Chantal. Fait que c'est la première que j'ai choisie. Quand on l'a rencontrée, les femmes viennent rarement chez nous en disant « Moi, j'ai un vécu en lien avec la prostitution, j'aurais besoin d'aide. » Elles viennent souvent pour des abus sexuels qu'elles ont vécu, mais elles vont se présenter chez vous pour différentes raisons. Elles ne vont pas nécessairement vous dire qu'elles ont vécu de la prostitution. Donc, victime d'agression sexuelle dans la famille à l'âge de 5 ans de la part de sa maman. Agression multiple dans l'enfance par des victimes dans un cadre religieux. Donc, eux autres faisaient partie d'une communauté religieuse. Et elle a été victime d'abus sexuels de la part de 2 membres de cette communauté-là. Des problèmes de justice, parce que quand on vit dans la prostitution depuis plusieurs années, bien, ça se peut que nos façons de vivre ou les moyens de survie qu'on a utilisés
fasse en sorte qu'on a une réactivité peut-être plus prononcée que les autres. Donc, sur Marie-Chantal, ce qu'on sait, c'est qu'elle est peu scolarisée. Elle a un réseau d'entraide qui est très limité. Elle vit présentement dans un endroit que je considère inhabitable. Elle a des problèmes d'alcool. Elle souffre de troubles de stress post-traumatique très évidents. De la difficulté à dormir, met des écouteurs sur ses oreilles continuellement pour pas réactiver ses traumas par des bruits. Elle est isolée socialement. Elle ne veut pas voir personne. Puis elle voit le moins possible de gens. Elle vit pas en ville, elle est à l'extérieur, pas de moyens de transport, ne pourra pas rester dans sa maison cet hiver. Malheureusement, tous ces problèmes-là font qu'elle n'a pas accès à un service d'hébergement. Elle n'est pas victime de violence conjugale. Ses troubles, elle n'est pas capable de vivre en hébergement mixte non plus. Alors, elle est assez démunie. Son mode de vie, tantôt je vous parlais du mode de vie de survie, bien, son mode de vie fait aussi qu'elle a de la difficulté à aller chercher de l'aide parce que les heures qu'on est ouvert, là, entre 8 et 5, c'est pas l'idéal pour elle. Souvent, elle va pas dormir la nuit, elle va faire des siestes l'après-midi. Des fois, elle sait pas quelle journée on est, quelle heure il est. Alors, la prise de rendez-vous, c'est super compliqué. Et elle a une capacité morale, physique, intellectuelle qui est usée par l'exploitation sexuelle et son style de vie. Malheureusement, elle ne voit pas comment elle peut s'en sortir. Elle a des facteurs de protection qu'elle ne reconnaît pas. Elle a été capable de travailler à certains moments de sa vie. C'est sûr qu'avec des retards, avec l'absentéisme, mais elle a eu un bon patron qui ça lui a redonné de l'estime d'elle-même, puis elle y croit. Elle croit qu'elle peut être de retour. Elle a un fidèle ami. Mais là, quand je vous dis un fidèle ami, là, il est toujours là pour elle. Il va la chercher à l'hôpital parce qu'elle a dit qu'elle pète des coches, là. Mais il va la chercher, il vient avec elle faire les commissions. Quand elle n'est pas capable de rentrer à quelque part, il rentre à sa place, il rentre avec elle. Alors, c'est quelque chose qui la sécurise beaucoup. Donc, ce qu'elle a besoin, c'est là où je vais vous demander, dans votre tête, de vous demander où est-ce que j'aurais pu intervenir. Elle a besoin d'un endroit sécuritaire pour vivre. Elle doit se réorganiser dans un milieu qui est salubre, sécuritaire et où elle aura des commodités minimales, l'électricité, l'eau courante. Elle ne peut pas signer de bail, elle n'a pas de crédit. C'est pas pire parce qu'elle n'a pas un mauvais crédit, mais elle n'existe pas dans les... elle n'a pas d'ameublement, pas d'argent. Elle a besoin d'aide au déménagement, elle est à pied. Elle a besoin d'aide pour peindre son logement, en faire un petit lieu qui soit chaleureux, excusez-moi, et où elle aura... Je vais l'arracher, non? Et où elle aura l'impression d'être bien. Elle a besoin de voir un médecin. Elle a besoin d'accompagnement à la police. Elle a porté des plaintes. C'est beaucoup pour elle d'imaginer ce processus judiciaire-là. Mais aussi, elle a besoin d'accompagnement à la police parce que ça y arrive de péter des coches. Donc, ça a des conséquences judiciaires sur elle. Elle a besoin de remplir une demande d'IVAC. Elle a besoin d'un suivi psychosocial et particulièrement d'une thérapie au niveau du post-trauma elle est très affectée par les symptômes de stress post-traumatique. Alors, cette femme-là se retrouve dans notre service avec ces multiples besoins-là. Vous comprenez que toute seule, là, on a l'impression qu'on va s'écrouler avec elle, des fois, tu sais. On a l'impression que nous-mêmes, on n'en voit pas le bout, là. Mais on en voit le bout. On est bonne.
Mais voyez-vous, je ne vous amènerai pas là tout de suite, je vais vous l'amener tantôt. Je vais vous parler de Marie-Hélène. Je devais vous en présenter 3, je vais vous en présenter 2, parce que je pense que le temps avance. Marie-Hélène a 49 ans, elle vient d'une famille dysfonctionnelle et violente. Sa mère avait des troubles de santé mentale. Elle a développé de nombreuses problématiques physiques, de santé physique. Quand je vous dis nombreuses, là, c'est quasiment impressionnant qu'elle soit encore en vie. Elle a développé des cancers, elle est malade, il y a des maladies qu'elle a qu'on ne sait même pas le nom. Et sa vie tourne autour des hôpitaux. Elle a absolument besoin de ses médecins, de tous ses médicaments. Et effectivement, sa santé physique a fait qu'elle a développé une dépendance même à la médication. Donc, elle est incapable physiquement de rester dans l'industrie du sexe dans laquelle elle évolue. Elle est vraiment dans l'industrie du sexe dans laquelle elle évolue depuis plus de 25 ans. Mais elle n'est plus capable de le faire. Donc, elle se retrouve confrontée, Marie-Hélène, à une extrême pauvreté. Elle est sans domicile fixe maintenant, alors que c'est une femme... Ce que je ne vous ai pas parlé, c'est que la prostitution, c'est très hiérarchique. C'est une pyramide de hiérarchie. Plus tu es jeune et tu débutes dans la prostitution, plus tu te retrouves au haut de la pyramide. Alors, tu vas vendre tes services plus chers, tu vas avoir des gens autour qui vont te voyager, tu vas avoir encore ton réseau familial et tout ça. Et plus tu vas vieillir, ou plus tu vas développer de problématiques liées aux activités prostitutionnelles, toxicomanie, alcoolisme, etc., bien, plus le vide va se faire autour de toi, moins tu vas être rentable sur le marché et plus tu vas dégringoler dans la hiérarchie. Alors, il y a des femmes qui se retrouvent notamment jusqu'à la rue. Et ce qui est malheureux, c'est que plus tu es marginalisé, si tu es une femme autochtone, si tu es une immigrante, si ta pauvreté, ta situation de pauvreté est très grande, bien, plus tu vas être dans le bas de l'échelle. Moins, plus ça va être difficile. Donc, on voit des femmes qui, au début, peut-être, trouvaient encore certains avantages à offrir des services sexuels, qui, tranquillement, deviennent de plus en plus poquées, puis disent, ben là, je suis pas si sûre que c'était vraiment un choix, ou qui vont se mettre à conscientiser que l'industrie du sexe les a happés, tu sais, les a happés, j'ai pas d'autres mots. Donc, pour revenir à Marie-Hélène, elle a une dette à l'aide sociale parce qu'un client l'a aidée. Tu sais, des fois, parmi les clients, les femmes en rencontrent, je dirais pas des bons, je dirais des moins pires, tu sais. Oui, vraiment. Alors, cet homme-là l'a aidée. Il a déposé de l'argent dans son compte de banque. Alors, elle a été accusée de frauder l'aide sociale. Elle offre des services sexuels en échange d'argent. Donc, elle est vraiment mal prise. Et l'aide sociale, vous savez comme moi que juste le revenu de base, là, c'est absolument impossible d'en survivre. Alors, quand ils vous en imputent, quand ils vous en enlèvent une partie, bien là, ça devient plus possible. Donc, tu es confronté à retourner dans l'industrie, à vendre encore des services sexuels parce que ta pauvreté fait en sorte que tu n'as pas d'autre solution. Donc, je vous disais que cette femme-là a une dépendance à la médication. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que pendant des jours des jours de temps, elle peut rester couchée dans son lit, roulant en petite boule. Elle a des douleurs, elle est malade, elle n'est pas fonctionnelle, elle va avoir de la difficulté à aller à ses rendez-vous. Malgré tout, dans ses facteurs de protection, c'est une femme qui est quand même assez organisée puis qui veut une certaine indépendance. Elle souffre de troubles de symptômes post-traumatiques qu'elle ne connaît pas. Elle les réalise pas tant, en fait. Elle parle de suicide, elle a déjà fait des tentatives de suicide et elle se retrouve devant les services très compartimentés et dissociés les uns des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle, pour pouvoir
vivre là, elle doit faire affaire avec une panoplie de services qui sont les hôpitaux, les policiers, les services sociaux, une panoplie de services qui fonctionnent tous différemment les uns des autres et tous déconnectés les uns des autres. Donc, elle passe toute sa vie à essayer de gérer sa vie, juste à survivre à travers la pauvreté, à travers où je vais coucher la semaine prochaine. Donc, toute sa tête est mobilisée à survivre. Fait qu'on est très loin on est très loin d'être en mesure avec elle de faire des interventions psychosociales, de pouvoir parler de choses parce que c'est la crise tous les jours et ça dure depuis des années. Elle a peu de facteurs de protection, cette femme-là, autour d'elle parce qu'au fil des ans, elle a fini par user toutes les ressources et tous les amis et toutes ses ressources personnelles. Elle les a épuisées. Donc, elle se retrouve très isolée avec sa problématique. Bougez pas, attendez-moi un petit peu. Je suis obligée de sélectionner ce que je vais vous dire parce qu'en fait, je pense que je vais manquer de temps. J'avais peur, je me disais parler 1h15. Il est quelle heure? Il me reste 30 minutes. Je disais, j'aurais jamais quelque chose à dire pendant 1 heure. Ça n'a pas de bon sens. Finalement, tu sais, j'ai travaillé cette semaine beaucoup là-dessus. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça me prendrait 3 jours, tu sais, finalement. Donc, ces femmes-là se retrouvent très vulnérables. On va être obligé de reculer. On va aller aux études. En l'autre avant, je crois. Non, ça ressemblerait à ça. C'est pas grave. On va le... Là, on l'a fait. D'accord. J'essaie de me retrouver. Je comprends ce que j'ai fait. Pour me mêler comme il faut, j'ai changé mes diapositives de place. Alors, je vais arrêter tout simplement de les regarder. Je vais les regarder en même temps que vous. Il faut comprendre que ces femmes-là, une fois que la prostitution a été vue comme un élément de solution, bien, c'est très difficile pour elles d'envisager d'autres solutions pour plusieurs raisons qu'on vient de voir avec les madames que je vous ai présentées. C'est d'autant plus difficile pour les femmes qui sont d'origine autochtone parce qu'on parle des conséquences de la discrimination, de la domination, du colonialisme. Tu sais, si je vous disais que les logements sont pas louables là, à Amos, là, parce qu'ils sont chers, mais si je suis une femme autochtone, en plus qu'ils sont chers, bien, je vais subir de la discrimination quand je vais vouloir en louer un. Donc, on parle toujours, puis ça, dites-vous que toutes les questions que je vous ai, tout ce que je vous ai exposé, si vous êtes une femme autochtone, à tout ça s'additionne le fait de vivre une discrimination systémique. Moi, j'ai accompagné des femmes en prostitution à l'hôpital quand j'étais au Calax de Val-d'Or, à quelques reprises. Puis, la réception, tu sais, on dit qu'il n'y a pas de discrimination systémique, mais la réception, elle n'est pas pareille. Et les voix, j'ai vu des infirmières se mettre des gants pour les toucher, des trucs que tu trouverais inacceptables. Et après, on se demande pourquoi ils ne vont pas chercher de service. Si elles ne sont pas accompagnées, souvent, elles vont se faire traiter avec une très grande différence. C'est pas vrai que c'est pareil. Puis ça l'arrive j'ai parlé de l'hôpital, mais ça l'arrive au poste de police, ça l'arrive partout. Elles ne vont pas chercher de service parce qu'elles ont peur, en plus des problématiques qu'elles vivent, d'être ostracisées, d'être jugées, d'être... Alors, une fois qu'elles sont embarquées, c'est très difficile d'en sortir. Là, j'ai plus aucune idée. On va tourner voir qu'est-ce que... oui, on va aller là.
Alors, dans les études que j'ai regardées, j'ai sorti des points qui revenaient. Alors, les femmes, les besoins les plus souvent mentionnés, c'est de l'argent. Tu ne peux pas sortir de la prostitution si tu n'as pas un petit peu d'argent. Tu dois te prendre un logement, on va te demander de le payer en avance, tu as besoin d'un petit peu d'argent. Quel organisme ici qui fournit de l'argent? Il y a l'aide sociale, c'est compliqué là, pour elles. Elles sont fatiguées, elles sont usées. Faut penser que tout est dur. Les démarches, c'est dur. Remplir des papiers, arriver à l'heure, c'est compliqué. Donc, elles ont besoin d'un service d'urgence. Heureusement, on a trouvé des organismes là, qui nous soutiennent maintenant. Là. D'ailleurs, je veux féliciter la Guignolée des médias, qui sont vraiment d'un grand support pour nos femmes. Elles ont besoin d'un revenu stable qui les sort de la pauvreté. La pauvreté, là, c'est vraiment quelque chose qui use les femmes, qui les draine. Alors, on ne peut pas leur en vouloir de dire « Mon Dieu, OK, en vendant un service sexuel, j'ai été capable d'acheter des snows à mes enfants cette année à Noël. » Fait que oui, c'est un choix. Merci mon Dieu, ça fait tellement longtemps que j'étais pauvre, tu sais, sans penser aux conséquences. Elle pense très peu à elle, de toute façon, dans la vie, tu sais. Fait que sans penser aux conséquences qu'elles auront à subir après. Ça a un gros impact. Elles ont besoin de services en santé physique et en santé mentale. Elles ont besoin de pouvoir aller... Elles vivent des troubles anxieux, des troubles du sommeil. Je regarde monsieur parce qu'on a la chance d'avoir la clinique en santé mentale de Val-d'Or, hein, je crois. Fait qu'elles ont besoin d'avoir accès à ces services-là, à s'y sentir bien accueillies. Elles ont besoin de services d'employabilité, de services de scolarisation. Plusieurs n'ont pas terminé un secondaire 5. Donc, elles ont besoin qu'on les accompagne vers ça. Je ne peux pas dire à Marie-Chantal ou Marie-Hélène, va voir l'orienteur à Polyvalente. Il va te parler de ce que tu pourrais avoir accès. J'aurais pu parler de Martien, puis ça aurait été pareil, là. On doit les accompagner. Elles ont besoin d'accompagnement dans les services de DPJ, vers les ressources, au niveau de la justice, pour remplir IVAC. Souvent, ce qu'on est habitué de faire, c'est de faire des références. Hein, on n'a pas de misère maintenant, on se connaît bien, puis on se fait des références. Mais imaginez-vous, avec tous les besoins que je vous ai mentionnés, je pourrais la référer dans 8 organismes ici, là, facilement. Lui donner une petite carte puis dire « Vas-y, Marie-Chantal, t'es capable. » Elle va s'en retourner chez elle, tu sais. Fait qu'elle a besoin d'avoir une intervenante, peut-être pivot, qui peut être n'importe qui va dire « Non, je vais y aller avec toi. On va faire ça ensemble. Je vais rentrer, moi, au poste de police avec toi. Je vais aller à la DPJ parce qu'elles ont super peur de se faire retirer leurs enfants, ces femmes-là, tu sais. Fait que je vais rentrer avec toi, tu ne seras pas toute seule. » Elles ont besoin d'un hébergement décent. Dans 79% des cas, elles vivent dans des petits logements miteux. Tout est relié à la pauvreté, j'y reviens tout le temps, mais c'est un peu ça. Et elles ont besoin de protection. Ce sont souvent des femmes qui ont peur. Non seulement elles ont peur, elles ont honte. Elles ont peur de rencontrer les clients à l'épicerie. Quand je vais faire mon épicerie, là, Marc-André, c'est lui qui est le boucher, tu sais. Je viens super mal, puis là, c'est tout le post-trauma qui remonte. J'ai des flashbacks, j'ai chaud. Donc, sortir de chez elle devient de plus en plus difficile. Donc, les obstacles à la sortie, je viens de vous dire, elle pourrait consulter 6 ou 7 ressources différentes avec des intervenants sociaux différents qui n'ont pas la même façon de travailler, qui n'ont pas les mêmes connaissances sur la problématique non plus, et elles ne vont pas dévoiler, tu sais. Je vous parlais des femmes autochtones. Si je vous demandais, tiens, on va faire un test,
Levez la main ceux qui savent qui interviennent auprès de femmes qui ont soit un vécu en lien avec la prostitution ou qui ont eu un vécu en lien avec la prostitution. Je vous dirais, moi, que vous travaillez toutes avec des personnes qui ont un vécu en lien avec la prostitution. C'est juste qu'elles ne vous le diront pas. Si vous ne leur demandez pas, ou si elles ne sentent pas l'ouverture de votre part à pouvoir l'exprimer, c'est vraiment pas la première chose qu'elles vont vous dire. Alors, c'est super important de garder en tête que ça se peut et que c'est important de leur dire qu'ici, on a l'ouverture à travailler avec elles, on en reçoit d'autres, des femmes qui ont un vécu. Moi, j'utilise rarement avec elles le mot prostitution. Là, je vais souvent dire, ça arrive que les femmes, là, on est tellement mal pris, on n'a pas d'endroit à dormir ou on a vraiment besoin d'argent, puis qu'on va faire des choses avec lesquelles qui ne correspondent pas à nos valeurs, comme échanger des services sexuels, tu sais. Puis c'est ça que ça fait, la pauvreté, c'est ça que ça fait, la misère. Et je reviens toujours aux inégalités hommes-femmes pour pas qu'elles sentent, c'est pas toi personnellement, c'est vraiment la société est ainsi faite, tu sais, et il faut la changer, tu sais. Donc, c'est le fun, je vous parle avant de regarder ma strate. Donc, c'est ça, ils ont peur d'être jugés, stigmatisés, surtout quand c'est pas la mission. Je pense que chez nous, c'est peut-être plus facile de l'avouer ou de le dire parce que automatiquement, on va parler de violence sexuelle ou d'agression sexuelle. Fait que c'est sûr que ça va venir sur le tapis. Moi, je suis surprise, là, je travaille dans un Galax, puis je vous dirais que c'est plus que le quart des femmes avec qui je travaille qui ont échangé des services sexuels, qui sont retrouvés dans cette situation-là à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, c'est peut-être plus facile de le dire chez nous, mais je pense qu'il y a aussi l'intervenant qui doit faire le pas, de dire « Écoute, tu peux m'en parler, là. C'est correct, tu sais. On peut changer. » On doit aussi lui donner de l'espoir, là. Je ne sais pas si on est rendu là, mais on doit lui donner de l'espoir, tu sais. Bien, là, c'est ça que tu vis présentement. Mais tu sais, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute ta vie. Il y a de l'espoir, il y a des solutions qui existent, puis je vais être là à côté de toi, tout au long, tout le temps. Puis il faut le faire. Alors, ce qu'on doit améliorer, je pense, dans nos façons de faire, bien, c'est nos connaissances. C'est vraiment important. On a un cartable d'offres de services de formation au Calax. Puis c'est accessible, vous pouvez les demander. C'est sûr que, appelez pas toute la semaine prochaine parce qu'on va virer fou, mais il y a des formations qui existent, puis elles sont là pour vous, elles sont gratuites, profitez-en. Il faut se réseauter davantage entre groupes. Tu sais, je vais peut-être parler en avance, on verra, mais on a une table de concertation sur la violence conjugale et sexuelle à Amos. On en a une régionalement. Quand est-ce qu'on aborde le sujet de l'exploitation sexuelle et de la prostitution? C'est très rare. Et pourtant, c'est dans le continuum des violences que subissent les femmes. C'est très présent, c'est très préoccupant. Pourtant, on en parle peu ou pas. Alors, moi, je pense que dans les années à venir, il va falloir développer des liens plus directs. Hein, l'ensemble des intervenants, il va falloir apporter du soutien financier aussi, parce que c'est pas vrai que soit la maison d'hébergement ou le Calax peut développer une expertise à la fine pointe et développer vraiment un service spécifique pour ces personnes-là, sans qu'on finance, sans que le gouvernement finance ces services-là. C'est impossible, on ne fournit pas à la tâche ni dans un organisme ni dans l'autre. Dans le fond, on a besoin de vous. Tu peux le tourner parce que je ne sais plus ce qu'il y a. OK.
on a besoin de vous, on a besoin de travailler ensemble, de collaborer, d'avoir des liens directs. Moi, j'ai besoin de savoir, si j'appelle au CLSC là, puis que je parle à un tel, là, ben, je le connais, je connais son approche. Je le sais que je peux y aller avec elle, puis que ça va être fluide, ça va bien aller, puis que lui, dans son milieu, ou elle, dans son milieu, il va faire des petits, va favoriser la connaissance et l'acceptation. Donc, qui a un formulaire dans leur formulaire de questionnaire d'évaluation à l'accueil? Il y a une question par rapport à l'exploitation sexuelle. Peut-être que ce serait un premier pas. Ça nous permettrait de, tu sais, je vous dis que la dernière recherche date d'il y a 10 ans. Donc, peut-être que ça nous permettrait justement de nous mettre à la fine pointe, là, savoir chez nous comment ça se passe. Il faut en parler ouvertement dans mon bureau. Il ne faut pas hésiter à faire des références au CALAX. Il faut évaluer la possibilité, et ça c'est très difficile, là, mais d'offrir à la femme un accompagnement global qui respecte son rythme. Donc, ça veut dire, je vous ai parlé de tous ces besoins, là. En tant qu'intervenante, souvent on est dans notre bureau, on les rencontre 1 heure, mais souvent ces femmes-là, elles ont besoin pour un petit bout, là, je ne vous parle pas pour les 10 prochaines années, mais qu'on soit très présent à côté d'eux. Oui, on va chercher un logement ensemble. Oui, on va... Tu sais, un samedi, moi, je déménage une femme dans un nouveau logement. Et je sais que c'est pas possible dans tous les milieux, là, mais il faut s'investir auprès d'elles. Puis ça, ça leur montre qu'elles sont importantes, qu'elles comptent, qu'il y a de l'espoir, qu'elles peuvent s'en sortir. Puis on doit apprendre à développer des rapports égalitaires entre les femmes, auprès de qui on intervient et les intervenants. Parce que c'est souvent ce qui va faire qu'elles ne reviendront plus. Elles ne vont pas avoir senti ce rapport égalitaire-là en face de l'intervenant qu'elles vont avoir rencontré. Puis là, j'écris non exhaustif. Alors ça, c'est un peu le modèle de service que je veux qu'on regarde dans les prochaines années dans nos tables, là. C'est comment on peut faire, parce que c'est plein de gens, comme vous voyez dans le PowerPoint, c'est plein d'organismes, plein de besoins pour lesquels il existe des services et pour lesquels elle a besoin de services. Comment on peut faire pour travailler ensemble pour pouvoir entourer cette femme-là et lui permettre de reprendre du pouvoir sur sa vie et d'améliorer sa qualité de vie pour faire en sorte qu'elle n'ait plus à échanger des services sexuels pour survivre. Je pense que je tire à ma fin. Je m'étais dit, moi, je vais être fine, je vais les arrêter 2-3 fois, puis je vais poser des questions 2-3 fois pendant ma présentation. Ça va être moins dormant. Oubliez ça, quand j'ai le syndrome du micro, moi. Si tu me le donnes, je le lâche plus. Okay. Donc, si vous avez des questions, je pense qu'il y a du temps aussi, des commentaires ou des affaires qui vous ont passé par la tête, ou si vous avez le goût de confronter vos idées aussi par rapport à ce que j'ai dit, bien, je suis toujours très ouverte à ça. Il y a longtemps, le CALAX, on avait essayé de partir un projet pour travailler plus précisément auprès des adolescentes en lien avec l'exploitation sexuelle. Mais il faut savoir qu'il y a à peu près 10 ans, si je vous avais dit ou demandé est-ce qu'il y a de la prostitution en région, probablement que mis à part la maison d'hébergement, vous auriez toutes dit je pense pas, tu sais. Fait que je pense que c'est quand même une réalité qui est assez récente. Bien, la réalité n'est pas récente, mais notre connaissance par rapport à la réalité est récente. Bien, je pense aussi Internet facilite tout ça. Là. La pandémie a fait qu'on va en voir de plus en plus. Bien, en fait, c'est une réalité c'est une réalité qu'on voit chez les plus jeunes femmes. Alors oui, les plus jeunes femmes, souvent Internet et la pandémie les a fait basculer dans l'échange de services sexuels. Donc, il y a comme un mécanisme qui est plus facile. Ouais.
des femmes se prostituent pour payer leur logement. Tu sais. J'ai des victimes qui payent moins cher de logement, mais qui reçoivent le propriétaire occasionnellement. Alors, c'est des victimes et des façons d'échanger les services sexuels sont multiples et différents à chaque femme, mais apportent toujours les mêmes conséquences. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à la présentation? Moi, je vous invite à communiquer. Moi, je suis formatrice. J'ai co-collaboré à l'élaboration de la formation qui est offerte à l'UQAM par le service aux collectivités. Donc, j'ai l'autorisation de la donner. Fait que gênez-vous pas. On a des volets à peu près pour des volets de formation parce que une très longue formation, des fois, on n'a pas le temps. Mais on a des petits blocs et des outils qui peuvent être super intéressants pour vous autres. Alors, gênez-vous pas pour communiquer avec nous. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Vous êtes pas mal fin. Au plaisir de collaborer.